Je laisse nos derniers arrivants et arrivantes s'installer. Et je vous souhaite du coup pendant ce temps-là la bienvenue au nom de François de Mazières, maire de Versailles, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais qui serait certainement très intéressé par le programme de ce soir. Donc ce soir, je suis très content d'accueillir quelqu'un qui est presque maintenant un habitué de nos murs, puisqu'il était présent à Histoire de lire, pour un autre livre, je vous rassure. Donc il s'agit de François Houtsek, qui est historien, qui est responsable des projets spéciaux de la Fondation Napoléon. Il a dirigé la publication de la correspondance intégrale de Napoléon. Et quand on connaît le graphomane qui était Napoléon, on ne peut dire que chapeau bas. François Houtsek est également l'auteur des Cahiers de Sainte-Hélène du général Bertrand et de ce livre dont on va parler ce soir, qui est une... Non, pardon, je tiens juste à préciser avant qu'il a également le livre dont on a parlé à Histoire de lire, qui est un livre qu'il a dirigé. Il n'a pas écrit tous les articles, mais il l'a dirigé pour autant. Il y a écrit que les articles que je vous recommande fortement parce qu'il vient totalement compléter ce qu'on va évoquer ce soir. Ce qu'il a écrit, c'est La vue d'en haut. C'est un livre qui s'appelle Maréchaux d'Empire, la gloire pour destin. Je vous le recommande vraiment. Donc il a été largement question de lui lors de Histoire de lire. Et là, il vient nous parler d'un autre livre. Cette fois, c'est l'histoire plutôt vue d'en bas. La même histoire, mais vue d'en bas. C'est Vivre la Grande Armée. Et je suis très heureux qu'il ait la gentillesse de venir sans lassitude nous reparler, mais cette fois d'autre chose et sous un autre angle. Ce Vivre la Grande Armée est un livre qui, à mon sens, fera date. Je vous invite vivement, vous le trouverez en sortant grâce aux bons soins de notre libraire Antoine, vous pourrez vous le procurer en partant et le faire dédicacer à son auteur. Mais ce livre est vraiment un ouvrage absolument remarquable. On pourrait presque le qualifier de vie quotidienne du grognard de l'Empire. Mais effectivement, il y est passé en revue tout ce qui caractérisait une campagne, les nombreuses campagnes de Napoléon, enfin de Bonaparte d'abord, puis de Napoléon ensuite. Et c'est effectivement ce qu'on appelle un maître-livre, véritablement, et qui se lit vraiment d'une traite, comme un vrai roman d'histoire, ce qu'il n'est pas. C'est un livre extrêmement documenté, très documenté, mais la documentation n'y est jamais pesante, elle est toujours vivante. Donc je tiens à en remercier déjà, moi en tant que lecteur, et je vous souhaite une bonne conférence. Et juste avant, j'annonce quand même au passage, parce que nous sommes à notre 3e session de la saison des grands amphis, et le prochain, je tiens à l'annoncer, aura lieu le 13 janvier, lundi 13 janvier, avec Claire Bonnotte-Kellil pour son ouvrage Versailles 1939-1945, un château dans l'objectif. On reviendra à Versailles pour parler du château de Versailles pendant ces années sombres de l'occupation. Voilà. Très bonne conférence à vous et profitez-en. Merci. Merci pour cette très gentille présentation. Je ne sais pas si j'ai fait un maître ouvrage, mais j'ai essayé. Enfin, on a essayé de faire quelque chose de bien déjà. Et merci pour cette invitation à parler une nouvelle fois ici à Versailles. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir dans la ville royale, même si là on va parler quand même d'histoire impériale, donc on s'éloigne un peu de tout ça. Effectivement, cette histoire à laquelle j'ai travaillé, c'est une histoire au ras du sol. Pendant 10 ans, j'ai brassé tous les témoignages. L'une des spécificités de la période impériale, c'est surtout le moment où les hommes, les individus ont pris conscience que... alors je ne sais pas, est-ce que tout le monde m'entend bien, ça va où les individus ont pris conscience en fait qu'ils étaient acteurs de l'histoire qu'ils étaient en train de créer. Bien sûr, ça, c'est dû à l'accélération de l'histoire par rapport à la Révolution et à l'Empire, les événements qui s'enchaînent de plus en plus vite. C'est également dû, alors
à Napoléon. Ce sera peut-être la seule fois où je prononcerai son nom, son prénom de toute la conférence, puisqu'en fait, dans ce livre, il n'est pas question de Napoléon, il est question de ses hommes, de ses soldats, et l'empereur, en fait, pendant les 15 ans de guerre, leur a dit à longueur de temps qu'ils ont été acteurs de l'épopée. Et il leur a dit que sans eux, tout ça ne se serait pas fait. C'est même un des grands hommages qu'il rend à Sainte-Hélène. Et tout ça, en fait, ces hommes l'ont intériorisé. Et pendant toutes les campagnes, eh bien, ces hommes ont tenu des carnets de notes, et ils ont tenu à longueur de temps leur mémoire. Ils préparaient leur mémoire sans même le savoir. Et quand, après 1815, en fait, très vite, va se mettre en place comme ça toute une littérature mémorielle. Alors cette littérature mémorielle va irriguer complètement le 19e siècle, va connaître des hauts et des bas, évidemment, va être lancée par tous ceux qu'on connaît, les Ségur, dès 1825, etc., va connaître une apogée juste après, en fait, à la fin du 19e siècle, au moment où, en fait, on redécouvre, après le traumatisme de la guerre de 70, eh bien, on redécouvre la guerre impériale, et au moment aussi où les militaires, en fait, vont se pencher sur la guerre impériale pour essayer de trouver des réponses à l'armée moderne, essayer de réagir pour la prochaine guerre. Ça donnera 1914-1915, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, parce que évidemment il y avait une évolution, mais n'empêche que cette histoire mémorielle, en fait, va irriguer le 19e siècle et va, en fait, créer la légende impériale. Pendant 200 ans, on nous a dit que tous ces hommes, en fait, étaient partis la fleur au fusil et criaient « Vive l'empereur » matin et soir. Et le matin des batailles, surtout, évidemment. Moi, j'ai voulu dépasser tout ça. J'ai voulu comprendre réellement la réalité de la guerre, parce que l'une des grandes questions qui m'interrogeait, c'était savoir pourquoi est-ce que, justement, les grognards, les soldats de l'empereur, criaient « Vive l'empereur », et pourquoi les soldats de la Première Guerre mondiale étaient des martyrs. Voilà. Quelle était la différence? Qu'est-ce qui se passait entre les deux? Et en fait, on s'aperçoit que, évidemment, cette littérature mémorielle a complètement magnifié la guerre. On est à un moment où la guerre est glorieuse, où elle transcende les hommes, et ces hommes vont donner une vision de la guerre. Mais dans cette vision de la guerre, très glorieuse, très belle, à l'intérieur, quand on commence à dégager, justement, quand on sort de ce récit, on est aussi à un moment où ces hommes, eh bien, parlent de la peur, parlent de leurs souffrances quotidiennes, etc., etc. Et tout ça, il fallait en fait le redécouvrir. C'est vrai que les historiens, je ne suis pas le premier à me pencher sur cette notion de la guerre impériale. Évidemment, grosso modo, depuis Jean Morvan à la fin du 19e, eh bien, les gens ont parlé justement de cette guerre impériale. On est souvent resté au niveau de l'anecdote, et souvent justement à des histoires glorieuses. Il a fallu en fait la redécouverte de l'expérience de guerre, ce qui s'est fait d'abord par la Première Guerre mondiale. Vous connaissez probablement les travaux de Stéphane Audouin-Rousseau notamment. Et puis, eh bien, les historiens du XIXe siècle ont commencé à se ressaisir de toute cette littérature, de toute cette matière impériale, et ont creusé justement pour essayer de trouver la réalité des faits. Je ne suis qu'un maillon dans tout ça, et j'ai essayé de pousser un petit peu plus loin, parce que moi j'ai été jusqu'à des notions très modernes qui sont par exemple le traumatisme. Alors on ne pourra pas parler de tout le livre évidemment ce soir, on va essayer de travailler sur des coups de projecteur, et notamment on va commencer évidemment par le début. Vous connaissez tous très certainement ce tableau de Léopold Boilly. Alors je suis désolé, il est un peu petit là. C'est le départ des conscrits en 1807. Alors ça se passe à Paris, on le sait, puisque derrière vous avez la porte Saint-Martin, et le regard évidemment est attiré par 2-3 éléments, notamment par ce personnage aux bicornes, au plumet bleu blanc rouge, qui lance le départ des conscrits. On voit aussi ce grand-père qui paye un dernier verre à peut-être son petit-fils ou je ne sais pas, un parent, un cousin. On a un petit bonnet phrygien qui est un bonnet de police qui
rappelle bien sûr les volontaires de l'an 2, et on glisse finalement sur probablement la réalité de cette scène, puisqu'elle est très joyeuse. Comme ça, on a l'impression qu'elle est très joyeuse. La réalité de cette scène, c'est que c'est une rupture pour ces hommes qui partent au combat, et ce départ est un jour de larmes pour ceux qui restent, mais larmes également. On est aussi à un moment de transition dans la masculinité, mais c'est une période où les hommes pleurent beaucoup, et ce jour de départ est souvent un jour de larmes. Tout ça, cette scène qui reste quand même très joyeuse, on voit tous ces chapeaux qui volent, etc., a existé. À partir de 1799, les autorités, à partir du moment où la conscription va se mettre en place, les autorités vont mettre en scène, évidemment, tout ça. Il va y avoir parfois de très grandes, même des fêtes organisées par les autorités municipales ou préfectorales. Et donc ces scènes ont existé, même à Paris. Il y a des jours où les jours de départ, c'est des vraies scènes de chahut. Il va y avoir des émeutes, parce que on va aller de cabaret en cabaret jusqu'à passer les barrières de Paris, et ensuite on va se lancer, etc. Donc ça peut être très joyeux, surtout dans les communautés urbaines. Dans les communautés rurales, qui sont souvent les plus impactées dans cette conscription, la chose est bien différente, comme je vais vous le montrer. Et notamment, par exemple, vous avez dans la Manche, le préfet dit que les conscrits en 1809 partent comme si on les passait à la guillotine. Parce que, évidemment, en fait, personne réellement ne veut partir à la guerre. Hier comme aujourd'hui, on retrouve les mêmes comportements. Et pour une bonne part, même si l'armée a une idée d'aventure, etc., on se projette vers l'extérieur, il faut toujours bien se mettre en tête que tous ces hommes, en fait, n'étaient pour la plupart jamais partis de chez eux, jamais, lorsqu'ils avaient parcouru 50 km au-delà de leur maison, c'est tout ce qu'ils avaient fait. Donc résultat, là, le départ vers l'armée, c'est une projection vers un avenir qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et donc, tous, à partir du moment où ils ont 20 ans, vont essayer d'avoir des stratégies d'évitement. Vous connaissez probablement une partie des moyens légaux. Alors, pour rappel, la conscription, c'est entre 20 et 25 ans. Et normalement, au-delà de 25 ans, on en est sorti. Donc les moyens légaux, vous avez le remplacement. Alors ça va se mettre en place à partir du consulat, pas dans les premières années de la conscription, mais à partir du consulat, vers les années 1802-1803. Et c'est tout simplement, vous devez vous trouver quelqu'un qui doit vous remplacer pour partir, souvent moyennant accord financier. Alors tout ça est passé devant notaire, et évidemment tout ça est ouvert souvent aux familles les plus riches, et on va voir au fur et à mesure de l'Empire se développer tout un marché des hommes, parce qu'au départ on a le droit d'avoir un remplaçant qui vit dans son département, et au fur et à mesure le législateur va permettre que les choses soient ouvertes sur la France entière. Il va même y avoir des agences qui vont se mettre en place, et donc on va avoir vraiment un marché des hommes, et à la fin de l'Empire, à partir de 1812-1813, le prix va complètement exploser, et donc là vraiment ça ne va être ouvert que aux plus riches. L'autre manière d'éviter tout ça, c'est le plus simple et qui va se mettre en place dès 1799, c'est le mariage. Voilà, ça c'est une manière d'éviter la levée des hommes, qui existait déjà du temps de la milice royale, et qui, dès 1799, va se remettre en place. Alors, au départ, le législateur dit que simplement une union permet d'éviter tout ça. Dans un second temps, il va y avoir quelques unions un petit peu étranges, et notamment des jeunes hommes de 20-21 ans qui vont se marier avec des personnes de 80-90. La plus ancienne jeune mariée, nous dirons, avec 99 ans. C'est un exemple que le professeur Berthaud a découvert dans le Nord, et qui fait toujours sourire. Évidemment, quand le législateur va s'apercevoir de ça, il va dire que, à partir de 1809, obligation de procréation. Vous vous doutez bien que ça
pose quelques problèmes pour un certain nombre de femmes, mais il va y avoir des accords. Par exemple, je me marie avec ton cousin, tu te marieras avec le mien un peu plus tard, etc., quand il sera sujet à la conscription. Donc il y a comme ça toute une série d'accords qui se font notamment dans les communautés rurales. Également, bien sûr, des agences matrimoniales qui vont se mettre en place pour mettre en relation le conscrit qui doit partir et les femmes qui restent à demeure et qui sont encore célibataires. L'exemption médicale. Alors l'exemption médicale, ça, il y a toute une liste qui va être mise en place dès 98-99, qui va s'allonger au fur et à mesure du temps. Et si au début de l'Empire, on peut arriver avec un petit bulletin médical en disant j'ai un problème, quel qu'il soit, problème médical, très vite, le législateur et les autorités vont se méfier de toute des faux bulletins médicaux, et donc on va demander, c'est comme ça que va se mettre en place de véritables visites médicales le jour du conseil de révision. Alors ça ne s'appelle pas un conseil de révision encore, ce sera plus tard, mais je prends ce terme par commodité. Donc voilà, ça c'est les trois grands moyens pour éviter la conscription. Comme je vous le dis, à partir de 20 ans, très, très vite, en fait, on va anticiper, on va essayer de se marier, on va essayer de trouver etc., etc. Il y en a même qui vont beaucoup anticiper. Il y a un père qui va déclarer sa fille, son fils, comme une fille. En 1808, on est dans le Gers. Et donc il anticipe énormément, puisque il attend même pas que le fils ait 20 ans. Évidemment, au-delà de ces moyens légaux, il y a toute une série de moyens illégaux. Le plus simple, c'est la corruption. Ça, dès le départ, ça va se mettre en place. Le législateur, pareil, va beaucoup encadrer tout ça. On va même avoir ça va remonter parfois jusqu'aux préfets qui vont vendre des bulletins d'exemption ou qui vont donner des forts numéros, puisque je vous rappelle que le but de tout ça, c'est quand même un tirage au sort. Normalement, si vous avez un petit numéro, vous partez. Si plus le numéro est grand, moins vous partez. Les faux bulletins médicaux, j'en ai parlé. Très vite, ça se met en place. L'achat de potions miraculeuses aussi, ça va. Voilà. Alors là, il y a des exemples sordides. Alors tout ça est très bien documenté par le bulletin de police. Vous savez que Napoléon la police de Fouché avait créé un bulletin quotidien qui remontait jusqu'à l'empereur. Et dedans, on a toutes ces affaires-là. Et on a des conscrits qui parfois vont aller très loin parce qu'en fait, des étudiants en médecine vont vendre des potions plus ou moins efficace pour vous rendre incontinent, vous rendre myope pendant quelques temps. Évidemment, parfois ça va très loin et il va y avoir des potions qui vont très 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 bien, trop bien marcher, on va dire. Et certains vont avoir quelques vrais ennuis de santé à la suite. Mais voilà, on a tout ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en réalité, à partir du moment où le conseil de révision est voté, quand le senatus consul tombe et que tout le monde est appelé au canton, au chef-lieu de canton, vont passer dans les campagnes toute une série de fraudeurs, de margoulins, qui se font aider parfois avec des jeunes et jolies rabatteuses pour vendre des choses, pour vendre des faux numéros, pour vendre des faux bulletins médicaux, etc., etc. Donc il y a toute une économie qui tourne aussi autour de ça. Le législateur va serrer de plus en plus la vis à ce système, et à partir des années 1809-1810, en fait, il n'y a presque plus de possibilité de passer par ces moyens illégaux, tellement les choses sont encadrées. La simulation, ça va marcher très très fort également. On va simuler une myopie, on va simuler une incontinence, ce qui fait que la visite médicale dont je vous parlais est devenue parfois très intrusive. Des choses, le conseil supérieur de santé, qui siégeait déjà au Val-de-Grâce, va à chaque fois donner des clés pour justement les préfets, pour essayer de déjouer les simulateurs. Une simulation qui va fonctionner extrêmement bien, je vous en reparlerai peut-être un peu après, c'est le fait de ne pas parler français.
Et ça va être très fort, par exemple, dans les départements rattachés, réunis à la France. Par exemple, les départements belges vont beaucoup jouer là-dessus, mais bien sûr, les Bretons, les Basques, les Grenoblois, tout le monde va essayer de dire « je ne parle pas français », parce que la langue de l'armée, c'est le français. Et donc, quelle que soit la base linguistique de recrutement, une fois qu'on rentre dans l'armée, il faut avoir les bases du français pour pouvoir comprendre les ordres. Et ça va être même un des problèmes des formateurs. On est ici sur une proto-uniformisation, ce qu'on verra beaucoup plus en 1914, ça on le connaît très bien, etc. Mais on va l'avoir beaucoup. On commence à l'avoir en fait sous l'Empire et par exemple vous avez des Italiens qui vont apprendre le français pour pouvoir tout ça. Mais là on en est à la simulation et ça va beaucoup fonctionner. On ne comprend pas le français et là c'est les préfets et les sous-préfets qui gèrent les conseils de révision qui vont déployer des trésors des trésors d'inventivité pour éviter pour déjouer ces simulations. La désertion, elle intervient dans un second temps, mais elle a été endémique. Ça, il faut bien se le représenter. C'est un mal endémique pendant tout l'Empire. La gendarmerie va se faire une spécialité pour rattraper les conscrits. Mais c'est vraiment ça va être un mal endémique pendant tout l'Empire. Certains contingents vont perdre entre le moment où ils sont désignés, etc., et pour aller jusqu'au dépôt, jusqu'à 25 à 30% de pertes, notamment dans les contingents sartois. J'avais trouvé ça dans les bulletins de police. Donc ça c'est vraiment, je rentre pas vraiment dans les détails, ça nous emmènerait trop loin, mais il y a un vrai front du refus et il y a toute une série de manières et évidemment cette désertion et ce front du refus n'auraient pas été aussi forts si les familles n'avaient pas assisté évidemment les conscrits et alors je me souviens plus du département, mais je me souviens il y a un cas assez amusant où une mère va déclarer son fils mort, va créer des obsèques, etc., va vraiment enterrer quelque chose. Et puis la gendarmerie va repérer en fait que cette brave dame en fait va aller tous les jours dans la forêt dans le petit bois voisin. Puis arrive un moment, au bout de quelques mois, il y a un gendarme qui va la suivre et en fait ils vont s'apercevoir que le conscrit en fait était caché dans le bois. Donc voilà. Donc pour vous montrer que les populations locales, évidemment, pour éviter de perdre un fils, une force de travail aussi, pour la communauté, eh bien, vont complètement participer à ce front du refus. Et certains vont même disparaître complètement, ne réapparaîtront qu'à la fin de l'Empire. Faut bien l'imaginer. Vous voyez que déjà, en vous montrant tout ça, l'image de Boilly est un petit peu déformée. Et quand tout ça n'a pas fonctionné, bien sûr, reste la religion. Alors la religion, on va beaucoup prier. J'ai trouvé, il y a les veilles de conseils de révision, il va y avoir des processions. J'en ai trouvé à Lyon, j'en ai trouvé à Gênes, j'en ai trouvé aussi en Belgique, etc., etc. Donc on va prier pour éviter le mauvais numéro. Et quand tout ça, eh bien, tous les moyens légaux, la religion, il reste l'ésotérisme. Là, vous avez en fait une pierre qui s'appelle la pierre Dialan, qui se situe dans le Calvados, à Jurques. Eh bien, il a été de coutume, à partir de ce moment-là, d'aller à minuit en faire le tour 3 fois à reculons. C'est pas des bêtises, pour essayer d'obtenir le lendemain un bon numéro. Du côté de Metz aussi, on part dans la poche avec un os humain récupéré dans un cimetière à minuit. C'est pareil, c'est des réalités qu'on a retrouvées. Évidemment, tout ça pour essayer d'obtenir le bon numéro. Alors je me suis amusé à trouver comme ça des exemples comme ça un peu drôle, parce qu'évidemment, quand on tombe sur ces cas, c'est toujours un peu amusant, mais surtout aussi essayer de me projeter dans la tête du conscrit qui met sa main dans le chapeau, enfin pour essayer de récupérer le numéro. Comme je vous le disais, c'est un grand moment. En plus, il faut bien voir que pour tous ces jeunes gens, s'ils ne sont pas partis plus loin de 50 km de chez eux, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une machine administrative aussi rigide.
Donc automatiquement, tout est fait pour les impressionner. Vous avez le préfet qui est dans son grand uniforme, etc., etc. Donc on a comme ça vraiment toute une machine administrative qui s'impose à l'individu, mais qui est faite pour impressionner. Donc vous voyez, hein, à travers tous ces exemples, à travers toutes ces stratégies d'évitement, que les scènes de Boilly, évidemment, sont quand même assez loin de tout ça. Notamment, c'est surtout dans les communautés rurales, hein, comme je le disais, où on va le plus essayer d'éviter, même si dans les communautés urbaines, notamment pour les plus riches, on va énormément éviter tout ça. Une fois que le contingent, que dans un village, enfin dans un canton, le contingent est réuni, on est envoyé à travers la France, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que entre le lieu de résidence et le lieu de dépôt, eh bien, il peut y avoir plusieurs semaines de marche. Hein, imaginez quelqu'un qui est originaire de Normandie, qui serait affecté, dont le dépôt régimentaire est en Italie. Eh bien, il faut traverser tout ça. Alors, évidemment, sur ce trajet, parfois les hommes cheminent seuls. Donc vous imaginez aussi, hein, je vous parlais tout à l'heure de la désertion, c'est très facile. Et puis vous allez avoir des gens qui vont tenter de capter cette force de travail qui s'en va à l'armée, notamment dans les grands centres urbains. Arriver au corps, c'est une nouvelle découverte pour tous ces jeunes gens. Qui sont habillés, coiffés, parfois vaccinés. Hein, on oublie, mais c'est le début aussi de ce qu'on appelle la vaccine, c'est-à-dire hein, on va inoculer la variole. C'est vraiment le début. Hein, la première fois que ça se fait de manière un peu large, c'est 1804. C'est durant le camp de Boulogne. Et tout ça et ça va avoir du mal. Hein. On a vu les résistances qu'il y a pu y avoir pour le Covid récemment. Il y a eu exactement les mêmes résistances à l'époque. Hein. Il faut bien se l'imaginer. Donc on va leur couper les cheveux, comme je le disais. Hein. Ça, c'est un grand moment de l'intégration, hier comme aujourd'hui. Ça reste un grand moment. On va distribuer les uniformes, aussi grand moment de transformation de l'individu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce passage-là, c'est le passage pour ces jeunes gens d'une vie individuelle à une vie collective. Et ça, c'est un moment de transformation, de révolution personnelle absolument phénoménale, et qui va être parfois difficile hein, pour tous ces jeunes gens. Et c'est évidemment toute une série d'apprentissages, j'y reviendrai un petit peu plus tard. D'autant que c'est aussi un moment de virilisation, c'est-à-dire que parfois les jeunes gens arrivent un peu naïvement dans tout ça et ils sont confrontés aux anciens. Le principe, dès l'époque de l'Empire, et même depuis la Grèce ancienne, c'est de créer ce qu'on appelle le binôme fraternel. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature du XXe siècle autour de la chose militaire, on dit souvent que ce sont les Américains qui ont inventé le binôme fraternel. En fait, pas du tout. Ça vient de la Grèce ancienne, et c'est une tradition dans toutes les armées quasiment d'associer un nouvel entrant à un ancien. Tout ceci, alors l'ancien souvent n'a que quelques mois de plus hein, que le nouvel entrant, mais ça suffit pour lui donner l'autorité sur le nouveau. Il faut bien comprendre que dans cet univers militaire, c'est justement l'ancienneté qui prévaut systématiquement. Et donc ça donne quasiment aux anciens un peu de facilité pour bisuter souvent les jeunes gens. Alors il peut y avoir des bisutages très sympathiques. Aller chercher par exemple un pistolet droit et un pistolet gauche. Les clés du champ de tir, ça existait déjà. Ou dans la garde impériale, quand on rentrait chez les dragons, on aimait beaucoup, pour les premiers pas des soldats, se faisaient accru.
sur les chevaux, sachant que ces chevaux en fait n'étaient pas tous débourrés, et donc dans la garde impériale chez les dragons, on aimait beaucoup mettre des jeunes conscrits ne sachant pas vraiment monter à cheval sur des chevaux à peine débourrés, et les anciens rigolaient beaucoup de voir ces jeunes gens sauter comme ça en l'air. Ça, c'est des choses qui les amusaient beaucoup. Vous connaissez tous le bizutage de Marbeau, où on lui dessine une moustache. Voilà, vous connaissez tous ce personnage des films de Stanley Kubrick, et cette scène, pourquoi celui-ci n'était pas plus sympathique. Il faut bien l'imaginer. Les premiers temps d'arrivée dans la grande armée, enfin dans les dépôts régimentaires, souvent ces hommes étaient plus compétents que pédagogues, et très souvent en fait les choses étaient assez compliquées pour tous les nouveaux entrants, d'autant que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fur et à mesure du temps, l'armée va demander de plus en plus d'hommes. La machine conscriptionnelle va s'emballer dans les années 1811, 1812, 1813, notamment pour reconstituer la Grande Armée. Et ces hommes, en fait, sont contraints de former des nouveaux entrants, des conscrits, en toujours moins de temps. Ce qui fait qu'évidemment, l'un ne rentrant pas dans l'autre, il faut à peu près un mois, il faut bien le voir, pour former un fantassin correct, mais il faut 4 à 5 mois pour former un cavalier. Donc automatiquement, les choses vont parfois tourner en défaveur pour les jeunes gens. Je vous parlais de Marbeau et sa moustache, ça c'est une des grandes scènes de la littérature mémorielle, où Marbeau arrive, il est complètement glabre, il a 20 ans, il n'a pas du tout de moustache, et pour le faire rentrer dans les hussards de Bécherny, on va lui dessiner des moustaches. Ça, c'est vraiment le côté sympathique, mais il va y avoir aussi des brimades. Vous avez des vieux sergents qui vont envoyer des jeunes conscrits travailler à Strasbourg notamment, et le général Rapp va devoir mener l'enquête sur ordre de Napoléon, parce que, il se passe des choses, il y a des désertions, et donc on veut comprendre pourquoi les désertions, et on s'aperçoit que ce sont les brimades des vieux sergents sur les jeunes conscrits. Toute cette phase de l'intégration, comme je vous le disais, c'est une révolution personnelle pour ces jeunes gens, et tout ça va être assez compliqué, et ça va donner lieu à une pathologie qu'on a appelée à l'époque la nostalgie. Alors là, les guerres napoléoniennes, sont les révolutionnaires et impériales, sont les premières guerres de masse, et c'est là où on va en fait faire venir de plus en plus de jeunes gens dans l'armée. Et comme je vous le disais, cette révolution personnelle, certains vont mal le vivre, et va donc donner lieu à cette maladie qu'est la nostalgie. Vous avez par exemple ce jeune Joseph Florquin là, qui est un conscrit belge, et qui écrit à ses parents, dans la nuit, je pense à vous, je crois être auprès de vous, je pleure, mais j'ai beau appeler, cela ne sert à rien, je ne vis plus en ce moment, car je n'ai plus aucun divertissement en ce monde. Pour certains, ça va se transformer dans une très forte dépression, qu'on a appelée la nostalgie, et qui va en fait devenir une obsession pour tous ces jeunes gens, jusqu'à se laisser mourir, parce que en fait, ces jeunes gens vont être immunodéprimés et ne vont plus s'alimenter. Alors ça a posé beaucoup de questions, évidemment, à tous les médecins, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ces jeunes gens étaient aussi déprimés. Tout simplement, en fait, l'une des raisons, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là, pourquoi ils avaient quitté leur famille, pourquoi ils rentraient dans l'armée, et quel était le but profond de tout ça. Et puis, il y a des gens, en fait, qui n'arrivent pas à s'adapter. C'est une vraie maladie de l'adaptation. Ce qui est intéressant, c'est que cette maladie va être étudiée énormément. On a beaucoup de mal à connaître l'ampleur de toute cette maladie. Parce que en fait, ça va être aussi un mot fourre-tout pour tous ces médecins qui vont y mettre plein de choses, même les dépressions hospitalières qu'on connaît parfois, notamment suite à amputation. Ils vont dire que c'est des nostalgies. Voilà, ils vont mettre tout. En plus, ils vont pas savoir est-ce que ça touche plus les urbains que les ruraux. Certains médecins vont dire l'un, les autres et tout. Ils vont chercher des questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout ça, c'est la prise en compte en fait de l'individu, et on est là sur une proto-psychologie
qui sera inventé beaucoup plus tard, en 1825. Mais on est là sur une proto-psychologie, puisque l'une des manières de soigner la nostalgie va être de créer des cellules d'écoute. C'est véridique, je l'ai trouvé dans certains hôpitaux où vous avez le médecin qui va en fait qui va aller discuter avec les conscrits, et notamment ce qu'ils ont compris, c'est que, par exemple, vous avez les Grenoblois qui sont, alors ça c'est depuis le XVIIIe siècle, on ne sait pas pourquoi les Savoyards étaient plus touchés par cette maladie, et donc on va aller discuter avec les Grenoblois en patois. Ce médecin va faire ça en Méditerranée, sur les îles de l'Érins, où il y a un centre de détention. On va créer des régiments pour ce qu'on appelle les régiments de conscrits réfractaires. Et donc on va s'occuper comme ça. Donc on est vraiment on voit bien ici la transformation en fait aussi de cette appréhension, à la fois de ces individus qui prennent conscience qu'ils sont acteurs, mais aussi d'un système qui prend conscience que l'individu est plus important que ce qu'on a bien voulu le dire. Et donc là, c'est l'un de ces symboles, c'est cette nostalgie qui va durer. Alors ça va être très contingenté, ça va durer pendant tout le 19e siècle, puis d'un seul coup, à partir du moment où la psychologie va vraiment exister, on va s'apercevoir en fait que là, la nostalgie n'est pas vraiment une maladie. Même si la dépression est une maladie, ce n'est pas tout à fait une dépression non plus, mais on va s'apercevoir à la fin du 19e que cette maladie en fait, relevait d'autres choses. Pardon. Hop. Ah, mince, excusez-moi. On va remonter juste un peu. Pour la plupart, quand même, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces hommes vont surmonter, vont s'adapter à toute cette transformation, et vont être envoyés sur le front. S'ils sont soldats, ils ont appris à être soldats pendant toute cette période, ils ne sont pas encore guerriers. Ça, ils vont le découvrir une fois qu'ils seront confrontés justement à la bataille. Alors, appréhender les attitudes au combat, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles qui soit, surtout quand on en a une connaissance uniquement livresque. C'est un vrai un défi pour tous pour tous les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là. On est aidé notamment par plusieurs personnes, plusieurs auteurs, notamment le colonel Ardan Dupic, qui a mis en lumière dès le 19e siècle que la chose centrale pour le soldat sur un champ de bataille, c'est sa peur. La peur qui va comme ça, qui va tirailler les soldats. C'est vrai que les expériences du XXe siècle vont permettre en fait de mieux comprendre toutes ces attitudes sous le feu, mais finalement, comme les auteurs du XVIIIe siècle, même c'est encore aujourd'hui, on continue de lier la peur, le courage et la bravoure dans un même ensemble. On va en parler un peu. Donc, comme je vous le disais, la peur, c'est vraiment la compagne intime du combattant. C'est le stress. Les mémorialistes parlent de peur. Aujourd'hui, on parlerait de stress, évidemment. Alors, il y a toute une série de facteurs. Le soldat, en fait, est confronté à la peur à partir du moment où il est projeté sur la bataille, évidemment. D'autant que la bataille, en fait, il faut bien imaginer que les soldats vont se déployer en ligne et ils vont apercevoir de l'autre côté, à quelques centaines de mètres de leurs adversaires. Ils le découvrent des fois avec un peu de surprise. Et puis là, tout est très calme, puisque en fait, dans les lignes, que ce soit pour la cavalerie comme pour les fantassins, le silence est imposé. On a interdiction de parler. Et d'un seul coup, en fait, c'est le chaos qui va se mettre en place. Le chaos, notamment de l'artillerie, je vais y revenir dans quelques instants. Mais tous vont le dire, que vraiment cette bascule entre le moment où on se déploie, le calme du déploiement et le chaos de la bataille, eh bien, c'est une épreuve qui est extrêmement difficile à surmonter, d'autant que, contrairement à ce qu'on peut penser, on est quand même à l'époque de la poudre noire. Au bout de 5 minutes, même à peine 5 minutes de combat, on ne voit plus rien.
on est perdu dans une fumée, dans une fumée opaque, et on ne voit plus ce qui se passe de l'autre côté. Et donc vraiment tous vont dire que c'est un moment extrêmement délétère et que eh bien, tous ont connu la peur. Cette peur en plus, si on la découvre sur le champ de bataille, si le soldat la découvre pour sa première bataille, en fait, cette peur en fait, ne quitte jamais les soldats. Et c'est le cas du chirurgien major Levavasseur, en fait, qui va dire que à Waterloo, alors qu'il combat depuis, enfin il est dans l'armée depuis 1809, eh bien à Waterloo, il va avoir besoin de poser culotte, exactement comme le jeune conscrit que Charlet représente ici, c'est le premier feu, parce que en fait, si on s'habitue en partie à la bataille, eh bien en fait, on ne se fait jamais au bruit des canonnades, notamment. Parce que tous disent que l'un des moments les plus éprouvants, c'est de rester statique sous le feu de l'artillerie. Il faut bien voir que l'éthos du guerrier veut que l'on soit absolument vertical pendant tout le combat. Et le moment le plus compliqué, c'est justement quand on est, par exemple, à la garde de pièces, sous le feu d'une batterie adverse. D'autant que interdit de bouger, interdit, au maximum. La seule chose qu'on entend, c'est les boulets qui emmènent les rangs sur les côtés. C'est Coignet, le célèbre Coignet, qui dit que la seule chose qu'on entend, c'est en fait on sent de temps en temps de légers mouvements. Je vous rappelle, on y reviendra, mais ils ont seulement 1 mètre carré d'espace quand ils sont comme ça en ligne. Et les seules choses qu'on sent, c'est les légers mouvements. En fait, on comprend que la ligne d'à côté est partie parce qu'on sent un léger mouvement dans le coude. C'est extrêmement... tous ceux qui en parlent d'une sorte de roulette russe, parce qu'on ne sait pas. On attend, on est juste à attendre. Alors généralement, quand même, les colonels, les capitaines essayent de prendre des positions qui soient plus ou moins abritées, mais n'empêche qu'il y a des moments où vous êtes quand même sous le feu de l'artillerie et évidemment, c'est toute une série d'images. Alors, j'ai passé des samedis après-midi très sympathiques par moment, parce qu'ils racontent tout ça, toutes les images horribles qu'ils peuvent voir pendant ces moments-là. L'une des choses qui a beaucoup fait couler d'encre, c'est, alors je ne sais pas si ça se voit à peu près quand même, sur l'image du bas, c'est ce qu'on a appelé le vent du boulet. Le vent du boulet, en fait, c'est l'onde de choc qui se propage devant le boulet à une certaine rapidité. Et ce qui va beaucoup choquer les soldats, c'est que tout simplement, en fait, vous allez avoir des gens, vous avez un boulet qui passe devant et il tombe sans avoir été touché. Et ça va beaucoup faire couler d'encre, y compris chez les médecins au XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle le shell shock aujourd'hui, parfaitement connu, puisque c'est le système de l'explosion, c'est l'onde de choc de l'explosion. Mais il y a ce phénomène-là devant le boulet, même si ce ne sont pas des boulets explosifs, je vous rappelle, c'est juste une bille de fonte. Et donc, ça va faire beaucoup couler d'encre. L'arrêt, lui, n'y croit pas du tout, notamment parce que, en fait, il y a des soldats, parce qu'une fois que le boulet rebondit une fois, 2 fois, le boulet a moins d'inertie, et donc, s'il frappe un soldat, le soldat va pouvoir s'en sortir. Parfois, il y a des soldats qui perdent simplement leur sac à dos. Mais vous avez aussi des personnes comme Marbeau, qui va avoir à Eylau un boulet qui va passer au-dessus qui va transpercer son chapeau et qui va se retrouver un petit peu comme le soldat Ryan. Vous savez, tout au début, là, quand il débarque à Omaha, eh bien, voilà, Marbeau va se retrouver comme ça parce qu'il a justement cette onde de choc qui va le secouer. Alors lui, il va être sauvé parce qu'en même temps, un cosaque va lui transpercer lui transpercer la cuisse, et donc il va y avoir un épanchement de sang qui va éviter l'ecchymose, et donc il va pouvoir survivre, parce que sinon, en fait, ce shell shock va secouer la personne. L'autre effet aussi qui a beaucoup interrogé, c'est toujours avec ce vent du boulet, c'est parce qu'en fait, l'extrême peur qu'il y a de voir un boulet passer comme ça aussi proche de soi va faire perdre la voix à plusieurs soldats, notamment c'est l'arrêt qui va essayer de soigner des soldats en 1809 qui, après Wagram,
ont complètement la voie coupée, ou un autre de en 1805, suite à Austerlitz, qui fait des crises d'hystérie. Et en réalité, en fait, c'est le deuxième effet qui va beaucoup intéresser les psychologues modernes, puisqu'on dit que c'est ce vent du boulet est le premier traumatisme décrit, l'un des premiers traumatismes décrits, parce qu'il y a aussi des effets psychotraumatiques. Ça, je pourrais vous en reparler. Donc l'artillerie est vraiment un moment absolument compliqué à gérer, et tous le disent, hein, que c'est vraiment le moment le plus difficile de tout ça. Une fois la première bataille ou les premières émotions passées, en fait, le soldat va être capable de courage. Alors le courage dans l'armée impériale, c'est tenir son rang et sa place dans la ligne ou la colonne. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est le courage finalement de faire son devoir et d'avancer, d'être à sa place, exactement là où on doit être en réalité. Les premières leçons que vont avoir ces soldats, c'est la manœuvre, parce qu'on va dire que ces soldats doivent bouger tous ensemble, tel un seul homme. C'est Morand qui dit ça là, en 1814. Il faut que le bataillon, qui est le pion tactique de ces combats, eh bien, bouge comme un seul homme. Et toutes les ordonnances vont insister pour que, en fait, les soldats, au début de l'Empire, sachent plus manœuvrer que tirer. C'est ce qui va faire la force, d'ailleurs, de l'armée française, notamment dans les premières années, entre 1805 et 1807. C'est ce qui fait la force de l'armée française, parce que, en fait, ces conversions, et notamment la conversion en carré, qui est la seule qui peut résister à une charge de cavalerie, eh bien, va se faire en quelques secondes de moins que les adversaires. Et c'est ce qui va faire, en fait, la force de l'armée française, hein, notamment. Tous disent, hein, que, pris dans sa ligne, en fait, notamment pour le fantassin, le courage est plus stoïcien qu'homérique. Ça, ils le disent tous, et que, eh bien, une fois qu'on est pris dans sa ligne, eh bien, on est contraint d'attendre, et que vraiment ce combat est une affaire de patience et une affaire de chance, énormément. Ce courage également est possible parce que la seule chose, tout à l'heure je vous ai parlé du déploiement, qui est un moment de silence imposé par les officiers. La seule chose qui a le droit de circuler dans la ligne, en fait, c'est les petites flasques de gnôle. Parce qu'en fait, l'alcool va permettre à ces soldats de dépasser justement cette peur, de désinhiber. Alors, de désinhiber les soldats pour éviter justement pour leur faire franchir, en fait, ce moment le plus délétère qui est le début de la bataille, hein. Le moment où, en fait, on commence à découvrir tout ça, et c'est l'alcool, hein, et l'alcool généralement circule, voilà, assez bien. C'est d'ailleurs l'une des rares choses c'est la première chose que les soldats recherchent après la bataille, pour essayer aussi de se réconforter. C'est également je vois que je parle, ça, le temps file. C'est la chose, hein, qu'on va essayer de récupérer, c'est la chose que Napoléon aussi va le mieux livrer. Tout à l'heure, on vous a parlé de mon travail sur la correspondance. L'alcool, hein, c'est vraiment la chose qui Napoléon, dans ses lettres, il va y avoir des dizaines et des dizaines de lettres qui tournent autour de l'alcool, des chaussures aussi. Enfin, on voit qu'il est très proche de ces soldats. Je vois que l'heure tourne, pardon. Donc tout l'art de la guerre, comme je vous le disais, c'est la manœuvre. L'autre apprentissage, c'est le tir. Alors dans un second temps, durant l'Empire, on va insister évidemment sur ce tir, et notamment sur tous les défauts qui peuvent se faire jour. Il faut tirer. En fait, l'art du 19e, c'est la doctrine française veut qu'on tire le plus possible, à défaut d'être de précision, hein. Les fusils n'ont pas de système de visée de toute manière, et donc
les encadrants cherchent à faire que les tirs soient les plus mécaniques possibles, parce qu'en fait, le soldat pris dans sa ligne doit avoir des gestes simples pour pouvoir en fait recharger son fusil. Pardon, excusez-moi, je perds le fil parce que je vois le temps passer. Le stress de la bataille, évidemment, fait qu'on doit se focaliser sur des gestes simples. Et cet apprentissage, en réalité, est assez long, et souvent les soldats sont projetés, parfois même sans savoir tirer. C'est ce qui va se passer notamment en 1814. C'est ce que vont rapporter plusieurs témoins, parce que c'est une mécanique complexe à maîtriser, notamment dans le stress de la bataille. Et les instructeurs vont par exemple faire attention que normalement le soldat doit quand même vérifier. Alors on donne les instructions, tirer au pied, à la hanche, à la tête, suivant la distance qu'il y a entre le tireur et sa cible. Et notamment, il faut éviter de fermer les yeux comme le jeune homme qui est au premier rang, ou alors que ça fasse une vague comme ça. Alors la reconstitution a ça de bien que, évidemment, elle met en pratique toute une série de choses que on ne peut pas, on ne voit pas bien dans les sources. Une fois parfaitement aguerris, les soldats sont capables de bravoure, évidemment. C'est le deuxième feu que Charlet représente. Au 18e comme aujourd'hui, on s'aperçoit, enfin au 18e, 19e comme aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que si les soldats pris dans leur ligne sont capables de rester en ligne, en fait, s'ils font leur métier, ils n'en feront pas plus. D'accord ? Ils vont être les officiers et les sous-officiers qui sont repartis dans la ligne, sont les garants de l'exemple à suivre. Et donc tout le monde va se focaliser sur ces référents. Et puis vous avez grosso modo 10%, hier comme aujourd'hui, de soldats qui sont capables de plus, c'est-à-dire d'être des entraîneurs d'hommes et qui vont montrer une véritable bravoure. Et quand on fait les stats, que ce soit dans les chasseurs à cheval de la garde ou dans les légionnaires de la Légion d'honneur, on s'aperçoit qu'on est aux alentours entre 10 et 13%, suivant les corpus. Donc on retrouve exactement ces corpus modernes. Ce qui est souvent dans ces actions des classes, ce qui est mis en lumière, c'est souvent la contenance pour le stoïcisme face à des actions un petit peu compliquées, les actions individuelles aussi à portée collective, prise de drapeau, prise de pont, etc. On retrouve tout ça. Le problème de tout ça, et ils vont tous le dire, c'est que en réalité, l'adrénaline qui pousse le soldat à agir, parce que c'est ça aussi, maintenant on connaît un petit peu plus les mécanismes, on sait qu'un soldat dopé par l'adrénaline va vouloir agir, et donc c'est là où ils deviennent acteurs. Ça va générer de l'endorphine, donc l'hormone du plaisir, et on va avoir des vrais guerriers en fait, qui vont être addicts à cette endorphine, et c'est Lassalle qui dit qu'il jouit en faisant la guerre dans tout ça. Et là, par exemple, il y en a un qui va enchaîner, parce qu'on est capable, en fait, arrivé à un moment, d'enchaîner les actions d'éclat. Dans une geste militaire comme celle de l'Empire, on aime avoir les héros, la bravoure, etc. Mais à l'autre bout de la chaîne, on a évidemment ces gens qui sont submergés par l'émotion. Et comme je vous parlais tout à l'heure de la peur et le stress qui étreint les soldats, il y en a qui ne vont pas pouvoir s'en sortir et qui ne vont pas pouvoir dépasser ça. Et là, pour ces soldats, ils vont comme un peu pour la conscription, mettre des stratégies d'évitement. Alors il y a ceux qui vont se laisser tomber quand la ligne monte au front, les gens vont se laisser tomber. Ardan Dupic, c'est le premier à avoir, je vous parlais tout à l'heure d'Ardan Dupic qui parlait de la peur et du stress au combat. Ces hommes vont simuler, des simulateurs qui vont tomber au moment opportun pour feindre une blessure. Il faut être quand même un bon acteur, parce que vous avez quand même les serfiles qui sont répartis dans la ligne, c'est-à-dire les sous-officiers et les officiers qui sont là pour vérifier que tout se passe bien, mais ils sont aussi humains et donc ils sont fixés vers le but qu'ils se sont donné, ils ne vérifient pas forcément.
Ardant-du-Pic parle d'érosion assez énorme en 1809. Voilà, moi, c'est très difficile à avoir une quantité d'hommes qui peuvent simuler pendant ce moment-là. Mais ça se fait dans tous les, et je l'ai trouvé dans toutes les armées. Hein. L'autre chose, c'est d'escorter un blessé. Normalement, on doit rester en ligne pendant tout le temps. Napoléon va donner comme ça des instructions pour dire qu'il est interdit de quitter les rangs pour escorter un blessé. Ça va se faire évidemment, puisque quand un camarade tombe, on va le ramener vers l'arrière, mais normalement c'est interdit, et de s'éloigner. Je vous ai parlé également des effets de la peur, qui est le relâchement des muscles bas du corps. Coignet va avoir ça à Eylau, il va vouloir s'éloigner, il va avoir un boulet qui va lui passer, je vous parlais du boulet tout à l'heure, qui va lui arracher son sac à dos, il va avoir encore plus peur, et lui il va retourner dans la ligne. C'est pas le cas de tous les soldats, donc là il y en a plein, plusieurs vont comme ça simuler. Et je vous parlais aussi des boulets tout à l'heure. Hein. Montrer sa peur sous l'Empire, c'est l'une des choses qu'il ne faut pas faire. Ça peut vous condamner quasiment à la mort sociale, ou au moins vous attirez les colibets de vos camarades. Il y a beaucoup en fait de regards entre les gens, et il y a une très forte pression à l'intérieur des unités. Et l'une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est baisser la tête lorsqu'un boulet vous arrive dessus. Et c'est Grouchy qui se tourne vers son chef d'état-major, qui baisse la tête à un moment, et il lui dit: vous êtes bien familier avec les boulets, vous les saluez. Et ça, le salut, ça va être une chose qui va être grandement scrutée entre les soldats, mais le réflexe fait effectivement, quand vous avez un boulet qui vous arrive dessus, vous baissez la tête. Hein. Mais comme je vous le disais aussi, c'est l'éthos du guerrier qui veut qu'on soit bien statique sous le feu. Évidemment, tous ces comportements sont plus ou moins intentionnel. Chaque individu est capable d'endurer une certaine dose de stress. Hein. Je prends toujours l'exemple de la cocotte minute. Arrivé à un moment, la cocotte minute lâche sa vapeur. Eh bien, un individu, c'est exactement pareil. Sous l'Empire, on estime qu'une phase de combat ne dure pas plus d'un quart d'heure. Que ce soit phase de tir à proximité de l'ennemi, phase d'engagement entre que ce soit au corps à corps, que ce soit pour l'infanterie comme pour la cavalerie, les phases de combat ne durent pas plus d'un quart d'heure. Au-delà d'un quart d'heure, en fait, vous avez les lignes qui refluent. Soit elles refluent en ordre parce que les soldats sont encore, la ligne est encore à peu près constituée, soit elle part en panique. Et ça, c'est un vrai facteur problématique dans les armées, quelles qu'elles soient. Et on va avoir comme ça des grandes scènes de panique en règle générale, qui peuvent être extrêmement délétères. Hein. On connaît la panique de Waterloo qui va mettre fin à la Grande Armée, mais on a eu d'autres paniques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y a plein de facteurs qui vont être liés à cette panique. Par exemple, en 1814, vous avez une troupe qui va très bien se maintenir non loin du chemin des Dames, qui va très bien se maintenir. Et puis d'un seul coup, il y a Grouchy est blessé. On dit Grouchy est blessé. Eh bien, toute la ligne va casser et va s'enfuir. Si devant vous devez monter en ligne, vous êtes en deuxième ou troisième ligne, et que les blessés de l'avant vous traversent la ligne, c'est pareil. C'est des facteurs qui vont éroder, en fait, un des facteurs de ce qu'on appelle le moral, en fait. On est aussi au moment où on prend en compte un facteur qui s'appelle le facteur moral, que les généraux prennent en compte. Il y aura même une école morale. Et donc, quand la ligne casse, en revanche, très souvent, eh bien, les soldats courent, et pour les remettre en ligne, c'est quasiment impossible. Au début de Waterloo, à 13h, la colonne Drouet-d'Erlon cassera, et elle ne pourra jamais, on ne pourra jamais réaligner des effectifs suffisamment pour les remonter en ligne. Donc cette panique a été un vrai problème chez les militaires. Il fallait savoir gérer cette panique, gérer en fait cette dose de peur. C'est pareil, et je vais en arriver au bout. Tout le jeu des officiers, c'est de savoir gérer la peur et le stress de leurs combattants lorsqu'ils montent en ligne. On voit souvent ces grandes charges de cavalerie ou ces charges à la baïonnette. Il faut un peu les oublier, parce que ces grandes charges sont des affrontements moraux.
Et bien souvent, en fait, s'il y a charge, le choc qu'on peut imaginer, en fait, est très rare dans le combat, parce que tout simplement, eh bien, ce sont des affrontements moraux et vous avez toujours une des deux lignes qui lâche avant l'autre. Voilà. Donc le soir de la bataille est un moment aussi délétère, une fois que tout ça est calmé, et le soir de la bataille, en fait, quand les soldats vont souvent dormir sur les champs de bataille. C'est un moment de proximité avec la mort, et il faut avoir, sous l'Empire, une véritable habitude de cette mort. Mais c'est aussi tout ce que je vous ai dit là aussi, le but de mon ouvrage, en fait, c'était d'essayer de montrer les aspects traumatiques de la guerre. Et on s'aperçoit que dans cette guerre de masse qui est la guerre de l'Empire, eh bien, on a les premiers traumatismes de guerre qui seront notamment pris en charge en partie, alors un tout petit peu dans l'armée, mais on va avoir les premiers effets de la guerre, puisque on aura des véritables phénomènes de traumatisme. Et je vous ai parlé comme ça un petit peu générique de tout ça. Je termine et je voudrais évoquer le cas d'un soldat qui s'appelle le soldat Simonet, qui va quitter son domicile, enfin ses parents en 1803, qui va faire la guerre pendant tout l'Empire, qui va se retrouver confronté à toutes les grandes batailles de l'Empire. Et puis en 1808, il est envoyé en Espagne, il va faire la guerre d'Espagne. En 1810, il est prisonnier, il va être envoyé à Carthagène. Il va rester prisonnier pendant quasiment 1 an. Au bout d'1 an, il est déporté, comme vous le savez. Certains prisonniers ont été envoyés soit dans les Baléares, sur l'île de Cabrera, ou aux Canaries. Il a de la chance, le bateau qui l'emmène là-bas, qui l'emmenait aux Canaries, va être intercepté par un corsaire. Et il va être ramené en Catalogne, qui est sous domination française. En Catalogne, il va être envoyé à son régiment. Son régiment son colonel va dire non, t'es pas démobilisé, malgré tout ce que tu as vécu, t'es toujours pas démobilisé. On va le laisser en place. En 1812, il va être envoyé à la formation des conscrits sur les places de l'Allemagne. 1813, évidemment, il va être renvoyé au combat. Et il va survivre à tout ça. En 1814, il est démobilisé et il rentrera chez lui seulement en 1814. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, monsieur Audessec. Je vais vous proposer une petite dizaine de minutes de questions-réponses, si vous voulez bien. Et ensuite, nous allons passer dans le hall d'accueil pour la dédicace des ouvrages de monsieur Audessec. Avez-vous des questions ? Oui, dans ces batailles en ligne, il y avait combien de pourcentage de soldats qui mouraient ? Est-ce que c'est 10% ou 50% ? Alors, ça, c'est justement ce qui fait une défaite ou une victoire. Austerlitz, côté français, c'est 5% de pertes. Côté austro-russe, c'est à peu près 20%. Et on s'est aperçu, c'est Hervé Drévillon qui avait fait ces statistiques, c'est que systématiquement, une victoire, c'est entre 5 à 10% de pertes. Et 10%, c'est vraiment le maximum. Hello, c'est 8%. C'est considéré comme une boucherie. Et par contre, chaque fois qu'on sait une défaite, c'est entre 20 et 25%. À savoir qu'on meurt beaucoup moins sur le champ de bataille qu'à l'hôpital. Voilà. Ma question, est-ce qu'il y avait en même temps une armée de métier et une armée de conscription ? Non, ce n'est qu'une armée. Alors, il y a une armée de métier, puisqu'il y a une armée qui est celle qui est issue de la Révolution, de la monarchie et de la Révolution, évidemment. Mais sous l'Empire, c'est essentiellement une armée de conscription.
entièrement. Et tout l'enjeu, évidemment, pour l'institution militaire, c'est de former les citoyens à être soldats et guerriers. Voilà, cette transformation, ça c'est un véritable enjeu et ça va relativement bien fonctionner. Les structures vont vraiment bien fonctionner puisque de toute manière l'armée ne va jamais manquer de bras jusqu'à la fin puisqu'on reconstitue. Il faut bien imaginer qu'après la campagne de Russie qui va être une énorme saignée, puisque c'est pas loin de 600 000 hommes qui vont disparaître en quelques mois. On va reconstituer une première grande armée en 1813 et une seconde grande armée en 1814. Et que la machine conscriptionnelle fonctionnera jusqu'au bout. Les préfets sont très zélés. Et donc tout ça va fonctionner. Avez-vous d'autres questions ? Quel était le pourcentage des hommes en âge... Pardon. J'ai une question là devant. Je reviens à vous tout de suite, monsieur. Alors, le pillage, en fait, était l'un des problèmes. C'est vrai que là, il faudrait 2-3 conférences pour vous parler de tout ça. Mais les soldats ont vécu sur le pays. D'accord ? La logistique impériale est extrêmement bien pensée et extrêmement bien mise en place. La seule chose, c'est qu'entre la pensée de Napoléon et les moyens techniques et les moyens d'acheminer la logistique jusqu'aux soldats, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc résultat, souvent les soldats, surtout ceux qui sont projetés très loin de la chaîne logistique, qui va être réellement, hein, j'insiste là-dessus, elle est extrêmement bien pensée. La seule chose, c'est qu'après c'est des mises en pratique. Donc vont se retrouver à devoir, par nécessité, piller. Et il va y avoir effectivement des scènes absolument terribles, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, parce que le soldat, quand il est livré à lui-même et qu'il n'a rien à manger, il va chercher à manger là où il a besoin d'aller le chercher, et c'est chez le paysan. Et en Espagne, par exemple, il y a des choses qui vont être absolument... C'est vrai que là, ça va être très compliqué en Espagne, parce que là, en plus, il y a des systèmes de vengeance par rapport à ce que... par rapport au soutien de la population espagnole envers les guerrilleros. Et donc là, les scènes de pillage, il va y avoir des exactions sur la population qui vont être assez compliquées. Oui, pardon. Oui, monsieur. Quel était le pourcentage des hommes en âge de se battre qui étaient tirés au sort et donc qui étaient soldats ? Alors, au début de l'Empire, on est plutôt aux alentours de 20% d'une classe d'âge qui, tous les ans, part. C'est vrai que au fur et à mesure, en fait, le législateur, donc Léon, va mettre en place des systèmes d'appel rétroactifs. En fait, quand vous êtes tiré au sort, si vous ne partez pas, vous êtes placé dans une réserve qui va être active jusqu'à vos 25 ans. Ou que vous soyez marié, ou que, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui fait que jusqu'à l'âge de 25 ans, en fait, vous avez une espèce d'épée de Damoclès, parce que même si vous avez un remplaçant, que votre remplaçant déserte ou se fait tuer, c'est vous qui revenez en lice. Donc ça veut dire que jusqu'à 25 ans, les hommes sont appelables, et c'est ce qui va se passer pour toutes les classes 1806, 7, 8. Là, on va monter jusqu'à presque 50% de ponction. Là, on va avoir des très grosses ponctions, et c'est vrai qu'à la fin de l'Empire, les préfets le disent, la main-d'œuvre manque aussi dans les campagnes. C'est pour ça aussi que la désertion va prendre de l'ampleur, parce que il y a aussi une nécessité de la machine économique. Oui, comment expliquez-vous que dans l'imaginaire collectif, Waterloo soit la dernière bataille de la Grande Armée, alors qu'en fait, elle a eu lieu non loin d'ici, près de Rocancourt. Comment se fait-il que ces combats, ce n'était pas une immense bataille, mais ces combats qui sont terminés par une victoire française, ne soient jamais cités dans l'histoire de la Grande Armée? Alors, ils le sont. La seule chose, c'est qu'en fait, le combat de Rocancourt, la victoire de Rocancourt, et effectivement, par rapport à la défaite de Waterloo,
les conséquences ne sont pas les mêmes du tout. Voilà, et de toute manière, Rocancourt, bien sûr, c'est une victoire, mais l'armée n'étant plus constituée, c'est juste du retardement. Voilà, et le poids, en fait, en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est toujours les vainqueurs qui dictent leurs lois, et donc forcément. Les Britanniques ont aussi été très forts, hein, il faut le dire, pour dire qu'ils avaient vaincu l'empereur, Napoléon, et donc forcément Waterloo a pris un poids énorme. Et de toute manière, Rocancourt, en plus, dernière chose, c'est pas Napoléon qui la gagne. Voilà. Et toutes les victoires qui ont pu être remportées, comme toutes les défaites qu'on a pu avoir, où Napoléon n'est pas, en fait, dans l'imaginaire collectif, ont beaucoup moins de poids. Allez, ça, c'est une espèce de loi qu'il y a sur l'Empire, et c'est ce qui se remarque aussi sur les différents théâtres de guerre. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Montenol. Montenol, en fait, toutes ces actions d'éclat, il les fait en Espagne. Bah oui, mais en Espagne, il n'y a pas Napoléon, donc il faut qu'il attende pour avoir 10 actions d'éclat pour avoir sa Légion d'honneur. S'il avait été sur le théâtre allemand commandé par Napoléon, il aurait eu sa Légion d'honneur au bout de 2, peut-être d'un seul. Voilà. Il y a ça aussi, hein, qui joue évidemment énormément. Mais effectivement, Rocancourt est une victoire, mais par rapport à l'énorme défaite qu'est Waterloo, Rocancourt, en fait, c'est rien. Merci, Monsieur Audessec. Nous vous retrouvons dans le hall d'accueil pour la dédicace. Merci à tous.